pour en parler sur ce plateau, j'accueille Éric Revel, éditorialiste politique. Bonsoir Éric Revel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Maxime Thiebaut, avocat au barreau de Paris. Merci d'être avec nous également. En duplex, pour nous accompagner, Arnaud Chiche, anesthésiste, fondateur du collectif Santé en danger. Et puis Arnaud Fabre également nous rejoindra plus tard, enseignant, administrateur national des stylos rouges, pour voir le volet scolaire, parce que là aussi il y a quelques petites mesures annoncées par le gouvernement. On met clairement, Maxime Thiebaut, la pression sur les non-vaccinés. C'est pas nouveau, mais enfin ça s'accélère. Une obligation vaccinale qui dit pas son nom, étendue à quasiment tout le monde. Ça, on s'y attendait pas nécessairement, sauf les enfants. Ça interroge le juriste que vous êtes. Bien sûr. Alors, en fait, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire que tout est dans le cynisme et rien n'est explicite. Là, on s'attendrait d'un gouvernement dans un État civilisé qui fasse preuve de pédagogie, que toute chose soit clairement votée, que la loi soit comprise par l'ensemble. Ici, on a des manœuvres. On a créé le pass sanitaire. On a sollicité du Conseil d'État un de ses avis pour savoir s'il était légal et constitutionnel. Ce dernier n'a même pas prononcé le fait que le pass sanitaire, c'était une obligation vaccinale de fait. Le Conseil constitutionnel, après, avait fait de même. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que le pass sanitaire va permettre d'imposer le rappel vaccinal qui aura lieu tous les 6 mois. Et on est en train de s'installer, en fait, dans un système qui me dérange beaucoup, où le principe n'est plus la liberté, le principe devient l'interdiction. Et pour retrouver la liberté, eh bien, il faut avoir un pass sanitaire, il faut avoir un passeport. Et ça, c'est proprement scandaleux, parce que l'état d'urgence, qui devait être exceptionnel, qui devait être limité dans le temps, devient quelque chose qui s'installe dans le droit commun, qui devient quelque chose avec lequel on va devoir vivre. Et on sort progressivement d'une logique d'état de droit. Et donc, bien sûr que pour quelqu'un qui est amoureux des libertés et en tant que défendeur chaque jour de ces libertés, à titre individuel ou collectif, je suis choqué par ce qui se passe. On va voir, avant de vous donner la parole, Éric Revel, une première réaction, celle de Marie sur Telegram, qui me parvient un instant. Les personnes qui ont accepté ces injections doivent aller à la 3e dose, sachant que la 4e est déjà annoncée en Israël. C'est vrai que c'est un petit peu le laboratoire de la planète, l'État hébreu. On ne s'arrête jamais, point d'interrogation, se demande Marie. C'est vrai qu'une dose de rappel pour les adultes 5 mois après la dernière injection, et plus 6 mois, ça a été raccourci. À ce rythme, on va faire beaucoup de piqûres, Éric Revel. Oui, j'ai bien noté, parce que ça me concerne assez rapidement maintenant, la 3e, 4e dose. Nous tous, désormais. Oui, non, je plaisante un peu, mais en fait, je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai 68, alors comparaison n'est pas raison, Pierre Viançon-Ponté, qui était l'éditorialiste du Monde, avait écrit « La France s'ennuie ». Voyez. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que la France est fatiguée, parce qu'elle court derrière quelque chose que le gouvernement n'arrive pas à rattraper. C'est pour moi l'adaptation, l'improvisation permanente. Je veux dire, je suis absolument pas médecin, absolument pas spécialiste, mais je me dis que, tiens, en période hivernale, ça me semble assez normal que des maladies respiratoires reprennent un peu le dessus. Tiens, c'est justement ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir tout ça un peu plus, expliquer, comme le disait Thiebaut tout à l'heure, être plus dans la pédagogie. Puis attendez, quand vous avez un peu de mémoire quand même, je parle que pour le pays que je connais le mieux, celui-ci, mais on nous raconte tout et n'importe quoi en permanence. Souvenez-vous, lorsqu'on nous allions atteindre 60% d'immunité populationnelle, il y aurait quasiment plus besoin de se vacciner. On en est à la 3e, et donc Israël à la 4e dose. On nous avait expliqué que quand on serait vacciné, de toute façon, on était sauvé. Non, on découvre qu'on peut également contaminer ceux qui ne le sont pas alors que nous-mêmes nous sommes vaccinés. On nous avait expliqué que les vagues étaient liées à de nouveaux variants. Vous savez, il y en avait un tous les 15 jours, un nouveau variant. Là, le Delta, il est en place depuis un bout de temps, on n'en parle plus. Et pourtant, l'épidémie flambe de nouveau. Donc en fait, les gens qui sont comme moi, qui sont des citoyens de base, qui ne comprennent pas grand-chose à la médecine et qui n'ont pas de compétences, c'est eux qu'il faut écouter, parce qu'en fait, ils en ont ras-le-bol. J'ai l'impression que tout ça est une adaptation, est une improvisation permanente. Et j'ai commencé en vous disant la France est fatiguée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que quand vous additionnez les tensions sociales dans ce pays, les tensions identitaires, les tensions communautaires à celles d'une maladie qui n'arrête pas d'en finir, il y a de quoi se dire jusqu'à quand les Français vont supporter l'intégralité de ce qui leur arrive. Alors, un autre message, Pascal D, c'était prévisible, voire prévu depuis le début. Et
je ferai tout pour garder mon label 0 dose le plus longtemps possible. Évidemment, ça suscite les agacements, en tout cas chez les réfractaires du vaccin et même chez les autres. Arnaud Chiche, justement, vous, grand défenseur quand même du vaccin, les non-vaccinés, il y en a, je crois, près de 6 millions encore en France. Est-ce que peut-être qu'il ne fallait pas les inciter à aller, eux, se faire vacciner plutôt que de vacciner sans relâche ceux qui le sont déjà? Si, madame, vous avez raison. Effectivement, il y a a priori environ 6 millions de non-vaccinés. Ça représente 15%. C'est beaucoup. Et en fait, je vais quand même essayer de répondre à vos deux invités, parce qu'ils ont dit tous les deux des choses très importantes, mais j'ai vraiment besoin de leur répondre. 15% et 6 millions donc, de patients non vaccinés. Messieurs qui êtes sur le plateau, vous devez comprendre une chose très importante, c'est que ça suffit à mettre le système de santé par terre. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, vous savez, je pense qu'on ne fait pas de rappel pour le plaisir. Les faits sont têtus, la science, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'immunologie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il faut comprendre que l'immunité provoquée par un vaccin, elle n'est pas toujours celle qu'on voudrait. Et si on propose un rappel, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'immunité baissait après 2 injections. Et en fait, on commence à avoir en réanimation des malades qui ont bien eu leurs 2 injections, mais dont l'immunité baisse et du coup, il faut un Covid grave. Donc ça, c'est un autre point. Je voudrais juste enchaîner sur le fait de dire qu'il y a plusieurs items. On a une population qui vieillit en général. On a des patients qui ont besoin de se faire opérer, qui ont besoin de se faire soigner de leur cancer ou qui font un infarctus, qui font des accidents vasculaires cérébraux. Je suis en train de vous parler de la population qui tombe malade normalement. Donc on a des patients âgés qui sont malades, on a des pathologies nombreuses, on a une maladie virale qui est très contagieuse et qui est capable de provoquer une contagiosité très importante, ce qui fait que même si le nombre de formes graves est faible rapporté à l'échelle de la population, ça représente quand même un nombre conséquent, et on l'a vu dans les vagues précédentes. Et surtout, enfin, peut-être pour dire, oui, messieurs qui êtes sur le plateau, je suis d'accord avec vous, tout cela est quand même un peu dingue. Le problème, c'est qu'il faut regarder quelles sont les forces en présence. Et on a un système de santé français qui n'a pas été entretenu pendant 30 ans, comme une vieille maison qu'on a laissé mourir, comme une vieille toiture dont on a laissé s'infiltrer l'eau. Et puis un jour, on se dit, tiens, on va faire un banquet, on va faire une grande fête dans la maison. Et là, on se rend compte que les murs sont moisis. On va laisser répondre Éric Revel, je crois, et Maxime Thiebaud, d'ailleurs, qui rêve de vous répondre. On va vous redonner évidemment la parole. Oui, docteur, évidemment, vous êtes mieux placé que quiconque pour mesurer les dangers qu'une embolisation du système hospitalier français représente. Mais j'aimerais entendre plus de médecins, plus de professeurs de médecine dénoncer un gouvernement qui a fermé des dizaines de milliers de lits, l'embolisation du système hospitalier. Si on avait conservé les lits d'un système digne de ce nom dans un pays comme la France, on n'en serait peut-être pas à craindre, à cause de cette nouvelle vague, une embolisation du système hospitalier. C'est quand même ça aussi la résultante d'une politique qui est mise en place depuis des années. On ne peut pas le contester. On a moins de lits, donc forcément, dès qu'on a une épidémie plus ce qu'il faut traiter au quotidien et que vous faites merveilleusement dans ce pays, on est dépassé par les événements. Donc que les professeurs, que les médecins de ce pays donnent de la voix, manifestent, publient des tribunes en dénonçant ce fait, s'il est juste. Maxime Thiebaud, oui. On vous redonne la parole, Arnaud Chiche. Juste Maxime Thiebaud qui voulait vous répondre également, puisque vous l'avez interpellé. Je suis entièrement d'accord avec vous, docteur, sur le constat, et avec Éric Revel, sur le constat de délabrement de l'hôpital public. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné l'hôpital public. On a créé les ARS en 2009 en leur demandant en fait de libéraliser les hôpitaux, de rendre efficients les hôpitaux, c'est-à-dire de supprimer le service public hospitalier pour le transformer en un commerce. Et ça, c'est proprement scandaleux, on doit revenir dessus. Mais la réponse au Covid, elle est plus complexe que la simple vaccination. Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut proposer, voire inciter fortement la vaccination aux personnes âgées, aux personnes vulnérables. Je le suis moins lorsqu'il s'agit de jeunes qui sont en pleine santé, dont les cas graves sont quand même assez rares et le taux de mortalité très faible, avec un vaccin dont on ne connaît pas les conséquences sur le long terme.
Mais surtout, ce que j'aurais apprécié, c'est que le gouvernement, premièrement, réinvestisse dans l'hôpital public réellement. Et il me semble qu'il a fermé à peu près 1800 lits depuis le début de la crise. Et deuxièmement, qu'il ait une politique à long terme, notamment vis-à-vis des comorbidités. Je voyais ce matin chez vos confrères de différentes chaînes télévision qui disaient qu'aujourd'hui, la saturation des hôpitaux, c'est globalement des personnes qui ont des comorbidités, notamment des personnes obèses. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans pour lutter contre l'obésité? Qu'est-ce qu'on a fait en termes de santé publique pour que les gens se mettent au sport, pour que les gens se soignent, pour que dans un monde... Non mais voilà, déjà on a fermé les salles de sport, on les a confinés, on les a encouragés à rester chez eux. Qu'est-ce qu'on a fait en fait en réalité pour lutter sur le long terme, parce que c'est ce qui va nous arriver, on va traîner avec des épidémies pendant 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'on a fait pour apprendre à vivre avec le virus, pour avoir une réponse optimiste? Et ça, on ne l'a pas eu et c'est ce que je regrette fortement. Arnaud Chiche, oui, vous voulez peut-être répondre parce que je voulais vous montrer quand même. Oui, allez-y, avant de vous montrer ce que font les voisins européens. Donc je vais répondre à vos 2 invités. Au premier invité, monsieur, mais vous savez, je mène le même combat que vous. Et aujourd'hui, moi, je mène un combat au sein du collectif Santé en danger depuis 17 mois pour essayer de me battre, pour faire comprendre aux Français que leur système de santé est insuffisant. Et j'aimerais que les professeurs emboîtent le pas. Mais en fait, les professeurs, vous savez probablement que idéologiquement, ce sont des gens qui étaient un peu proches du pouvoir. Et en fait, les gens ont été très contemplatifs. Et aujourd'hui encore, monsieur, je suis ringardisé dans mon combat. Il faut le savoir. Parce que vous savez, en France, les médecins, ils disent rien, quoi. Et donc, on est contemplatif. Et en fait, mais oui, ils devraient être tous condamnés. Alors, il y a des tribunes, il y en a. Mais il n'y en a pas assez. Et en tout cas, il faut gueuler et marteler le message. Et il suffit de voir si la santé s'invite dans le débat présidentiel. Vous connaissez la réponse, on n'en parle pas. On glisse, excusez-moi d'être vulgaire, on glisse la merde sous le tapis, mais le problème, c'est que le tapis déborde. Et ça, il faut des gens pour le dire. Alors moi, je le dis. Et alors ensuite, à votre autre collègue, monsieur l'avocat, je suis en partie d'accord avec vous. Je vais le dire autrement. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est la 3e dose ? Ou alors c'est peut-être la première dose des gens qui ne sont pas vaccinés. Mais pourquoi ne pas aller chercher cela davantage peut-être? Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont... Mais oui, oui, tout à fait, ça manque dans les propositions du ministre. Aujourd'hui, il faut créer un système pour aller chez les gens qui se font pas vacciner parce qu'ils sont trop âgés. Et il faut un système itinérant, et ça, c'est à l'État de l'organiser. Mais non, il ne l'organise pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas Doctolib, ou ils ne sont pas capables de l'utiliser. Et ça, si vous voulez, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. En tout cas, merci Arnaud Chiche de nous avoir donné votre point de vue. On accueillera plus tard un autre invité sur l'école. Je voudrais vous faire regarder quand même ce que font nos voisins européens, bien qu'on le sache, mais quand même, ça rafraîchit la mémoire. L'Autriche qui reconfine totalement les non-vaccinés. Pays-Bas, fermeture bar resto à 20h. Slovaquie, confinement des non-vaccinés également. L'Allemagne, c'est pareil, avec aussi de nouvelles mesures pour l'Italie aujourd'hui. Maxime Thiébaut, quand même, est-ce qu'on n'est pas un peu sévère? Je me fais l'avocat du diable, évidemment, ici, avec la France qui, bon an, mal an, on sort avec peut-être un peu moins de mesures liberticides. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce virus, il tue les libertés dans tous les sens. Moi, je pense que c'est l'Occident qui est malade, c'est le modèle occidental. On a fait de l'hygiène le grand principe. Et il a une conséquence, c'est celui du principe de précaution. Et par précaution, il faut tout interdire, il faut tout fermer. On a la chance encore en France de ne pas être à ce point-là, parce qu'on a l'élection présidentielle qui arrive l'année prochaine, et je pense qu'Emmanuel Macron a envie de gagner, étonnamment. Donc on n'est pas encore tombé là-dedans. Mais la réalité, c'est laquelle? C'est qu'avec un virus qui tue moins de 1% de la population, on est capable de supprimer toute activité économique. On est capable de supprimer la vie sociale. Je pense qu'il y a une vraie question philosophique. Vous avez, André Comte-Sponville a écrit sur ce sujet, il a beaucoup parlé. C'est une question sur laquelle on n'intervient jamais. J'aurais aimé, moi, qu'à l'Assemblée nationale, on se pose cette belle question de société. De savoir, mais comment on vit avec un virus, comment, dans ce monde où on a de nouvelles crises, où on a cette tendance hygiéniste, on doit saisir ces nouveaux enjeux. Et on ne l'a pas. Alors c'est vrai qu'on est dans un pays tout à fait particulier. Il ne faut jamais oublier que Jacques Chirac a fait inscrire dans la Constitution française le principe de précaution. Oui. Ça veut dire qu'on prend des précautions sur la précaution de la précaution qu'on avait prise avant. En même temps, les ministres sont traînés devant la Cour de justice. Oui, de la République, non, mais je suis d'accord. Mais ce principe de précaution, il faut bien l'avoir en tête parce que ça explique peut-être les mesures. Moi, ce qui me fascine, c'est que personne n'est capable de prévoir l'avenir. Pas plus ce gouvernement que le virus lui-même. Et quand vous êtes très optimiste finalement en disant, on est un peu moins liberticide peut-être ailleurs qu'en Europe. Voilà, puisque vous êtes tous les deux deux remarques. La première, c'est que personne ne sait
ce que va devenir cette vague, pas plus le gouvernement que moi ou que nos spécialistes. Donc personne ne peut vous dire qu'il n'y aura pas un reconfinement, personne n'en sait rien. Tout ça va crescendo, ça peut être demain, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et puis deuxième chose que je remarque en Europe, c'est que toutes ces mesures, elles aboutissent quand même, vous l'avez vu, aux Pays-Bas, à des émeutes, en Autriche, à des manifestations extrêmement fortes. En Guadeloupe, c'est pour ça que quand je vous dis la France s'ennuie, comparaison n'est pas raison avec ce qui s'est passé il y a quelques décennies, mais on est quand même potentiellement en Europe et en France sur un baril de poudre. Alors, deux messages qui nous parviennent à la question, est-ce qu'on est dans une spirale infernale? Oui, pour Laurent, ça fait 2 ans déjà qu'on est dans une spirale infernale, on en sortira, la question est quand et comment. Nat qui nous dit, on demande toujours plus pour au final retourner à la case départ. Je comprends qu'il faille faire l'effort, mais on fait tant d'efforts pour se retrouver à cette case départ. Ça pose évidemment, Maxime Thiébaut, la question de l'acceptation de la population, la question de l'adhésion et la question peut-être de la démocratie. Vous en... Oui, alors il y a une vraie question derrière, c'est l'accoutumance aux mesures de restriction. Il y a beaucoup de professeurs de droit, je pense à Anne Levade, qui se posent des questions en se disant mais le problème c'est que plus on est habitué aux mesures de restriction, plus on s'y accoutume et moins des fois on veut en sortir. Je me souviens que quand le gouvernement avait annoncé que dans la rue on pouvait retirer le masque, il y a des Français qui avaient dit mais non c'est atroce, on va retomber malade. Alors qu'on n'avait aucune preuve et qu'on n'en a aucune que le masque dans la rue est utile. Donc moi ce qui m'inquiète en fait sur le long terme, c'est cette installation des mesures et le fait qu'on va vivre comme ça dans un État qui a abandonné ses libertés. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, depuis 20-30 ans, on a énormément de libertés sur énormément de sujets qui nous ont été réduites. Sur l'opinion, sur le sécuritaire, sur la liberté d'expression, je voulais dire, sur la santé, sur la liberté d'aller et venir. Et c'est hyper dangereux, il faut être hyper méfiant avec ça. Parce que ce qui se passe en France, c'est que on peut vous priver de liberté. Les Français ne sont pas contre la sécurité. Par contre, ce qui les inquiète fortement, c'est l'injustice. Et dès que vous tombez sur l'injustice, eh bien là, il y a une révolte, il y a un réveil qui a lieu. Et j'ai peur de cela si on va trop loin. Alors, autre mesure annoncée aujourd'hui, il n'y aura finalement plus de fermeture de classe systématique dès le premier cas de Covid à l'école. C'est une nouvelle mesure qui réjouit certains parents qui en ont un petit peu marre d'avoir la garde forcée des enfants à domicile, n'est-ce pas, depuis la rentrée.